Les mardis matins à la même heure, on le retrouve, c'est Clément Lessort, c'est Sun Business. Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Mardi 2 juin, je reçois ce matin le directeur des entreprises, collectivités publiques, associations et promotions immobilières au Crédit Agricole Atlantique Vendée. Nicolas Dumont, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation pour ce nouveau numéro de Sun Business. Bonjour Clément, merci de votre invitation également. Moi, je suis ravi d'être avec vous ce matin à l'heure du café. Exactement, alors vous êtes un des plus jeunes sur ces fonctions cadres et stratégiques au sein du Crédit Agricole, nommé à ce poste d'ailleurs en mars 2014. Mais pour autant, ça fait un petit moment que vous faites partie de la maison. Exactement, alors sans vouloir rentrer dans le détail parce qu'il y a maintenant assez longtemps, mais je suis de formation commerciale, complétée par un 3e cycle en finance réalisé à l'étranger. J'ai travaillé, donc j'ai commencé ma carrière dans la promotion immobilière et j'ai intégré le groupe Crédit Agricole en 1996 au service des clients en tant que conseiller dans une agence dans le nord-est de la France, une région bien connue pour sa production de champagne. Alors pour que nos auditeurs comprennent bien aujourd'hui vos fonctions, ça ressemble à quoi une journée type d'un directeur entreprise, collectivité et association sur notre territoire ? En fait, Clément, c'est une question extrêmement difficile parce qu'il n'y a pas de journée type sur des fonctions de direction. Tout d'abord, elles sont articulées autour de 3 objectifs communs. Le client et le client. Donc beaucoup de terrain, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Vous n'êtes pas enfermé dans vos bureaux, mais vous allez dans le dur, sur le terrain, comme le reste de vos équipes. Alors beaucoup de terrain, oui bien sûr, puisque j'accompagne mes équipes au quotidien, je rencontre également des clients, mais aussi une fonction transversale, puisqu'en tant que cadre de direction de l'entreprise, il y a aussi à assurer les réflexions et la participation aux réflexions stratégiques de la caisse régionale du Crédit Agricole. Également une représentation externe, que ce soit au niveau national pour le groupe Crédit Agricole, mais aussi pour les entités du territoire. J'appartiens par exemple à ce titre à la commission finance de NAPF. J'appartiens également... NAPF pour nos auditeurs ? Nantes Association Place Financière. J'appartiens également à la FBF, la Fédération des banques françaises, dans laquelle je représente le marché des professionnels au sens très large, professionnels et entreprises. Voilà, donc quelques représentations et quelques fonctions transversales au-delà de la présence terrain. Alors Nicolas Dumont, vous nous disiez en introduction que vous n'êtes pas natif donc de la région et du territoire. Pour autant, comment est-ce que vous l'avez perçu ? Quelle lecture vous avez eue du territoire d'un point de vue économique ? Quelles sont ses spécificités et peut-être parler de ses points forts ? Alors effectivement, je ne suis pas natif du territoire puisque je suis originaire de Picardie, de Compiègne, dans l'Oise. J'ai rejoint le territoire, donc les Pays de Loire, en 2005, où j'ai intégré la caisse régionale du Crédit Agricole Atlantique Vendée, qui en fait rayonne sur 2 départements, la Vendée et la Loire-Atlantique. D'ailleurs, cette caisse régionale fait partie des 39 caisses régionales du groupe Crédit Agricole. Peut-être d'abord, avant de parler des spécificités du territoire, une particularité de notre banque, puisque nous sommes sur ces caisses régionales, nous sommes sur des banques de plein exercice sur leur territoire. Et la particularité assez forte de ces caisses régionales, c'est qu'elles ont une gouvernance qui repose sur un fonctionnement à 2 têtes ou à double regard, avec un président accompagné de son conseil d'administration et un directeur général qui est entouré de son comité de direction. Donc sur le principe du sociétariat ? Sur le principe du sociétariat, puisque nous sommes une banque coopérative. Alors, je voudrais revenir quand même sur vos déclarations l'été dernier. Je vais vous citer, nous sommes en train de mettre notre croissance économique dans une bulle. La réglementation conduira à mettre sous pression la croissance et lors de la reprise, les banques ne parviendront plus à accompagner l'ensemble des besoins de financement. Ce sont donc vos mots l'été dernier. Qu'est-ce que signifiait cette mise en garde et à qui elle s'adressait ? On va rentrer dans le dur, dans le sujet. Entrons dans le dur. Alors c'est une mise en garde, c'est plutôt une réflexion, puisque suite à la crise financière de 2008, qui s'est traduite derrière par une crise économique en 2011, d'ailleurs, crise économique qui a été une première mondiale, puisque c'est la première fois qu'on a vu un État faire faillite avec la Grèce. Et donc suite à ces différentes crises, le régulateur, derrière ces mutations, a imposé un certain nombre d'éléments aux banques. C'est ce qu'on appelle la réglementation Bâle III. Pour être très synthétique, 2 éléments essentiels. Le régulateur a contraint les banques à avoir beaucoup plus de fonds propres qu'auparavant, donc à faire plus de résultats pour remonter et augmenter leurs fonds propres. Et 2e contrainte extrêmement forte, le régulateur contraint les banques à avoir beaucoup plus de liquidités, c'est-à-dire de disponibilité en trésorerie,
pour pouvoir faire face à des retraits d'argent, comme ça s'est vu avec la banque Northern Rock au début de la crise en 2008. Ces contraintes, en fait, conduisent aujourd'hui le modèle économique bancaire à une forte évolution ou mutation, je ne sais pas comment l'appeler, puisque dans la relation que la banque a avec ses clients, nous ne sommes plus dans une relation de fournisseur de prêts, entre guillemets, ou de financement, mais nous cherchons, nous, une relation globale pour justement pouvoir répondre à ces contraintes. Et quand je citais l'été dernier, effectivement, le risque en cas de reprise économique, c'est que ces contraintes réglementaires vont freiner les banques dans leur capacité à accompagner l'économie si ces contraintes sont trop fortes au travers de respect de ratios de liquidité. Et en freinant les banques à accompagner le financement de l'économie, ça risque effectivement de freiner la reprise économique, si un jour reprise économique il y a, ce que je souhaite fortement. Est-ce que, Nicolas Dumont, les Français sont encore en capacité d'épargner suffisamment pour que vous puissiez générer du crédit, justement? Est-ce que vous n'êtes pas aujourd'hui dans une difficulté en termes de collecte? Pas du tout. Les Français épargnent plus que jamais. D'ailleurs, l'année record en termes de croissance de l'épargne, ça a été l'année de la crise, puisque en fait, quand les particuliers sont dans une situation économique un peu tendue, ce sont des périodes où ils épargnent assez fortement. Donc la contrainte, elle n'est pas au niveau des disponibilités et de la collecte. La contrainte, elle vient du régulateur et elle vient aussi d'autres spécificités du marché français, puisque aujourd'hui, vous connaissez certains produits bancaires qui sont des produits réglementés, du type le livret A, du type les plans d'épargne logement, dont aujourd'hui les taux sont complètement décorrélés des marchés financiers. Aujourd'hui, un livret A qui est rémunéré à plus de 1% est complètement en dehors de la rémunération des marchés, puisque les obligations d'État émises par l'État à 10 ans sont en dessous de 1% de rémunération. Nicolas Dumont, on est en train aussi d'assister à l'avènement de financements alternatifs, en tout cas désintermédiés. Je pense notamment au business angel, à l'equity, donc à l'investissement au capital, le crowdfunding qu'on connaît déjà depuis quelques années et qui évolue, qui passe du divertissement, de l'entertainment à des choses un petit peu plus sérieuses quand même. Est-ce que ces mécanismes ne sont pas en train de sonner le glas pour les banquiers, pour le métier des banquiers ? Non, pas vraiment, parce qu'on est aujourd'hui dans des financements alternatifs, mais qui restent quand même assez marginaux. Alors certes, la croissance est assez exponentielle depuis que ces financements ont été lancés. Alors pour ce qui est des business angels, c'est des financements de haut de bilan, ce qu'on appelle l'accompagnement en fonds propres. C'est pas nouveau, ce sont des choses qui existent depuis très longtemps, et c'est ce qu'on appelle l'accompagnement en capital. Pour ce qui est du crowdfunding, ce sont des choses un peu nouvelles, mais qui finalement repose sur le développement du numérique et l'accès à l'Internet, puisque en fait ça permet de mettre en relation deux personnes qui ont des besoins qui peuvent se rencontrer, l'un ayant des disponibilités, l'autre ayant besoin de financement. Mais finalement, ça nous ramène aux fondamentaux du Crédit Agricole, puisque le Crédit Agricole a été créé comme ça, il y a plus de 100 ans, par la rencontre et l'association d'agriculteurs qui avaient des moyens financiers, et qui se sont mis ensemble pour accompagner le financement de ceux qui avaient des besoins. Donc on est en plein dans le mutualisme, donc c'est ça qui est intéressant, parce que finalement l'histoire se reproduit. Et moi je suis convaincu que dans le crowdfunding, d'ailleurs quand on regarde la plus grande plateforme américaine de crowdfunding, aujourd'hui ils font quasiment le métier d'un banquier, c'est-à-dire qu'ils prennent un projet, ils lui donnent une cotation en termes de risque, et c'est cette cotation en termes de risque qui fait le prix du financement, qui finalement, aujourd'hui, ce coût de financement est un peu plus élevé que le financement bancaire. Pour parler innovation, justement, sur ces nouveaux mouvements, en tout cas de financement, sur l'accompagnement des porteurs de projets, quel est le positionnement du Crédit Agricole de l'analyse au développement, en passant d'ailleurs par l'amorçage, sur ces nouveaux porteurs de projets qui innovent, qui inventent, qui créent du nouveau? Vous ne faites pas que du financement, mais également de la gestion de flux. Oui, alors nous avons créé il y a un peu plus d'1 an maintenant une structure dédiée au financement de l'innovation au sens large. Quand on parle d'innovation, ce sont soit de très jeunes créateurs qui sont à leur premier projet, qui ont inventé quelque chose et qui cherchent des moyens financiers pour se développer. Et on est également dans le financement d'entreprises qui sont en recherche de développement et qui sont dans la R&D et le financement de projets innovants. Donc nous avons créé une structure dédiée à cela, spécialisée, qui est en relation d'ailleurs avec toutes les plateformes locales sur la partie innovation. Quand vous me parlez de flux, on rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, la relation globale avec nos clients. Aujourd'hui, nous avons besoin avec nos clients à la fois de les accompagner en financement, mais nous avons également besoin de les accompagner en épargne, en service et aussi en assurance. Et les flux
font partie de cette relation globale et de ces services que nous pouvons proposer. Alors ces entreprises que vous accompagnez sur le territoire, vous leur conseillez, vous les encouragez à être audacieux et notamment à travailler à l'international. Quel accompagnement vous proposez aux entreprises que vous accompagnez à l'export, pour parler très, très directement? Je suis effectivement un convaincu sur en fait la croissance ou le développement futur des entreprises passera en partie par l'international, parce qu'on voit bien que quand on est dépendant d'un seul marché, qu'il soit local ou national, à partir du moment où ce marché se resserre, pour l'entreprise, ça devient un peu plus compliqué. Donc l'ouverture à l'international est un élément essentiel pour nos entreprises, notamment nos entreprises sur le territoire qui nous concerne. Et en termes d'accompagnement, le groupe Crédit Agricole met à disposition de ses clients un certain nombre de moyens pour aller travailler à l'export, mais également à l'importation. Et nous avons nous-mêmes accompagné un certain nombre de chefs d'entreprise, il y a un peu plus d'1 mois, une dizaine d'entreprises que nous avons accompagnées aux États-Unis pour aller chercher de nouveaux marchés, rencontrer des agents locaux et voir comment leurs produits pouvaient éventuellement être intéressés le marché américain. Toujours dans l'accompagnement et le conseil, et peut-être pour terminer notre entretien, puisqu'on arrive déjà au bout, au-delà du conseil financier, juridique et fiscal, on sait que les entreprises aujourd'hui qui sont en difficulté, je pense notamment aux PME, comment est-ce qu'on accompagne ces chefs d'entreprise qui arrivent au bout, qui ont mis leur maison, toute leur vie, toutes leurs économies dans leur entreprise et qui sont en difficulté? Quel accompagnement presque psychologique il manque aujourd'hui à ces chefs de PME? Vous avez raison Clément, c'est un vrai sujet, je pense, aujourd'hui dans l'accompagnement des entreprises. Autant sur l'accompagnement financier de l'entreprise et sur l'accompagnement social et juridique, toutes les structures existent et nous accompagnons, nous, bien sûr, les entreprises. Pour une raison simple, Clément, c'est que nous avons environ 25 à 30% de parts de marché sur le territoire et que si moi, de mon côté, je laisse tomber une entreprise, j'ai dans cette entreprise à peu près 30% des salariés qui ont un crédit habitat chez moi. Donc je n'ai aucun intérêt à ne pas accompagner l'entreprise, au contraire. Donc nous accompagnons, nous avons une structure dédiée à l'accompagnement. Ce qui manque aujourd'hui pour les chefs d'entreprise, c'est un accompagnement effectivement psychologique. Ils sont toujours seuls face à leurs difficultés. Quelques mots juste sur le principe là de monnaie complémentaire. C'est sorti il n'y a pas longtemps, on parle de Sonante. Monnaie complémentaire, votre avis sur cette initiative nanto-nantaise ? Alors les initiatives de monnaie complémentaire, il y en a plusieurs sur le territoire, c'est pas nouveau. Les débuts de la monnaie complémentaire, c'était, je pense, les cartes de fidélité, puisque le premier créateur de monnaie virtuelle, entre guillemets, c'était Air France avec les miles. C'est comme ça que ça avait démarré. Les monnaies complémentaires, elles trouvent leur origine comme n'importe quelle monnaie. C'est dans les échanges commerciaux qui sont à l'origine le troc. On a à un moment donné besoin d'avoir un étalon pour pouvoir échanger. Et cet étalon devient une monnaie. La différence entre une monnaie locale et une monnaie nationale, voire internationale, c'est que cette monnaie locale est limitée. Et comme je vous disais tout à l'heure, pour accompagner nos entreprises et pour les aider dans leur développement, je pense qu'il faut qu'elles s'ouvrent à l'international. J'ai peur qu'une monnaie locale soit un peu limitée en termes de territoire. Dont acte. Merci en tout cas Nicolas Dumont d'être venu nous voir. Merci pour votre visite. Je recevrai la semaine prochaine, c'est Fabien Jouron qui se prêtera à l'exercice. Il est délégué régional du groupe La Poste. Excellente semaine à tous les auditeurs de Sun. Avant d'oublier, vous avez choisi avec vos collaborateurs, je sais qu'ils nous écoutent et on leur passe le bonjour, un certain nombre de morceaux de musique. C'est la playlist My Sun Business Crédit Agricole et ça commence avec un titre d'Oasis, si je ne me trompe pas. Excellente journée à tous les auditeurs de Sun. Bye.